Bonjour tout le monde. Ouvrez vos caméras parce que ça se veut un café croissant spécial. On veut ça live, on veut de l'interaction et puis on ne veut pas que ça soit passif. Alors, les caméras sont ouvertes ce matin on est très, très content de vous souhaiter la bienvenue, bien entendu. J'espère que... Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? OK, génial. De vous souhaiter la bienvenue. Puis il y en a d'autres qui vont se joindre. Là, on a à peu près 25 personnes qui sont enregistrées. Je pense que ça va être une surprise pour tout le monde d'être caméra ouverte. C'est ça l'objectif, en fait, des Cafés Croissants. C'est une nouvelle petite série de Bio-Québec d'interaction avec nos invités, mais de façon très directe et non pas passive. On ne veut pas être en mode écoute seulement, on veut être en mode interaction. Il y aura une présentation quand même de nos invités, mais par la suite, ce sera période de questions et d'interaction. Alors, on n'a pas pu vous envoyer des croissants puis du café là, par la poste, mais on espère que vous l'avez avec vous. Moi, j'ai ma tasse. Je n'ai pas le croissant, par contre. Mais allez-y fort, allez chercher vos déjeuners. Nos premiers invités aujourd'hui sont Anne-Marie Bio-Innovation. C'est un partenaire important de Bio-Québec, un partenaire annuel, mais on est également partenaire dans le programme Accélération, dont les premiers gagnants, si on peut les définir ainsi, ont été déterminés en décembre dernier. Ils bénéficient d'un membership chez Bio-Québec, d'un accompagnement aussi. J'ai déjà passé au moins 1 heure avec chacun d'entre eux. Et puis, on va continuer cette belle collaboration-là. Anne-Marie, bien évidemment, vous avez fusionné là, Neomed, CDRD, puis tout de suite après, ça a été la pandémie. Il y avait plein d'activités qui étaient organisées puis qu'on n'a pas pu faire avec vous au cours de la dernière année. C'est important pour vous de bien faire connaître qui vous êtes parce que souvent au Québec, on vous associe évidemment toujours à Neomed, au laboratoire, à l'immobilier, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes maintenant dans le financement, c'est important. Et puis, je vais juste faire entrer tout le monde. Vous êtes dans le financement, vous êtes dans l'accompagnement. Donc, ce matin, je pense vous voulez profiter de cette occasion-là pour pouvoir parler de tout ça. Alors, je vous invite tout de suite. Évidemment, avec nous, il y a Mouniazi, la grande patronne au Québec de Anne-Marie Bio-Innovation et Frédéric Lemaître-Auger, qui est associé directeur. Et c'est avec Frédéric qu'on va commencer. Est-ce que j'ai permis le partage d'écran? Ça devrait donc pouvoir fonctionner. Encore une fois, merci d'être là ce matin. Il y aura d'autres cafés croissants. On en a déjà de cédulés le 22 avril avec Lumira, Daniel Etu. Il y en aura avec Robic pour la propriété intellectuelle et on est en attente d'une date avec Bloomberton. Alors, ça devrait, on va vous tenir au courant. Ça va toujours être le matin, ça va toujours être à caméra ouverte comme ça. Ça va se vouloir être très interactif. Donc, Frédéric, je te laisse la parole. Merci, Annie. Est-ce que le partage d'écran a marché? Pardon? Oui, ça fonctionne. Super. Oui, l'écran est bien là. Merci, Mounia. Donc, bon matin à tous. Ma collègue Mouniazi et moi sommes heureux de lancer la série Café Croissant de Bio-Québec et de donner un bref aperçu d'Anne-Marie Bio-Innovation. Comme le disait Annie, l'objectif, c'est que cet événement-là soit le plus interactif possible. Donc, notre présentation sera assez brève afin de laisser du temps pour vos questions, vos commentaires, là, puis de générer une discussion. Certains d'entre vous connaissent probablement les entités précédentes qui forment maintenant Anne-Marie, c'est-à-dire le CDRD et Accélérex à Vancouver et l'Institut Neomed à Montréal. Ces groupes ont décidé de se regrouper ensemble dans les dernières années afin de créer une organisation qui aura encore un plus grand impact sur le secteur des sciences de la vie au Canada. Suivant. En tant que groupe pan-canadien, le mandat d'Anne-Marie, c'est d'aider à bâtir une industrie canadienne des sciences de la vie à un niveau correspondant au leadership et à la grande qualité de la recherche qui est observée au pays. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est au travers de 3 champs d'activité principaux. Monia? Premièrement, en contribuant au transfert de la recherche académique de pointe vers de nouvelles entreprises, en aidant aussi les entreprises existantes au Canada à croître et éventuellement devenir des sociétés phares de notre secteur,
Et finalement, en formant la nouvelle génération de personnel hautement qualifié, tant au niveau R&D que direction générale, afin de favoriser la croissance des entreprises canadiennes dans le secteur des sciences de la vie. La recherche universitaire est évidemment à la base de tous les efforts de développement et de commercialisation de médicaments d'Anne-Marie Bioinnovation. C'est pour ça, notamment au travers des activités d'outreach, de partenariat que mène Mounia, que nous travaillons avec les chercheurs universitaires à travers le pays pour identifier de manière proactive les recherches innovantes ayant le plus fort potentiel d'être converties en nouveaux produits thérapeutiques. Suivant. Au fil des ans, les organisations prédécesseurs d'Anne-Marie ont contribué à la création et la croissance d'un nombre important d'entreprises canadiennes des sciences de la vie qui sont maintenant partie de notre portefeuille d'investissement. Si on regarde au Québec, Inversago, Calgene, Imstar, Kizoji sont des exemples d'entreprises qui ont bénéficié d'investissements directs au stade de démarrage. Tandis que plus récemment, Fine Therapeutics et Neurasic ont bénéficié à la fois d'investissements directs, mais aussi d'une contribution opérationnelle de la part d'Anne-Marie, que ce soit au niveau R&D ou au niveau de la direction générale de ces entreprises. Finalement, Bellus est un bel exemple d'un actif thérapeutique qui a été développé au sein d'Anne-Marie et qui a ensuite été transféré à une entreprise établie du secteur afin de favoriser sa croissance. Suivant. Les résultats de ces efforts parlent d'eux-mêmes. Dans l'ensemble, les entreprises de notre portefeuille ont amassé plus d'1 milliard en investissement et emploient maintenant plus de 900 Canadiens. Ça témoigne de notre capacité à stimuler le co-investissement par des investisseurs privés dès le début du processus afin d'aider ces entreprises des sciences de la vie à un stade précoce à créer avec succès de la valeur et à croître au sein de notre industrie. Pour aider encore plus notre secteur, Anne-Marie s'est maintenant structurée pour devenir une destination à guichet unique afin de faire progresser avec succès le pipeline technologique et des jeunes entreprises et à les faire évoluer et croître au travers de la chaîne de financement et d'innovation. Cela se fait à travers 4 dimensions principales: l'expertise, l'infrastructure, les partenariats et évidemment le financement. Et là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Mounia qui va décrire ces 4 dimensions-là dans un peu plus de détail. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, et bon matin à tous. Merci d'être là avec cette merveilleuse formule. Je suis vraiment ravie de partager ce petit café matinal avec vous. Donc, en termes d'expertise, vous reconnaissez certainement une partie de l'équipe de direction qui est composée de personnes qui ont tous une expertise en développement du médicament, qui ont œuvré dans des compagnies pharma et dans différents milieux pour développer des solutions thérapeutiques du labo aux patients. Ils ont une expertise complémentaire et ils comprennent aussi les enjeux liés à la commercialisation des innovations. Youssef, notre CEO, je pense qu'il n'a plus besoin d'être présenté dans notre écosystème. Lana James à Vancouver et Laura McIntosh à Montréal gèrent la R&D. Elles ont toutes deux une expérience vraiment approfondie du développement du médicament dans le milieu industriel et elles comprennent principalement le chemin critique à suivre pour développer des données pertinentes. Alors, cette équipe, elle est soutenue par plus de 50 scientifiques qui ont pour la plupart une longue aussi feuille de route en développement de médicaments au milieu pharma. Cette équipe, elle fournit le soutien en R&D pour les projets de notre portefeuille, mais elle gère aussi les activités réalisées à l'externe avec notre vaste réseau de CRO. Je ne vais pas énumérer cette liste, mais simplement mentionner que cette équipe R&D offre des capacités assez diverses dans le développement du médicament, que ce soit pour le développement de petites molécules thérapeutiques ou de biologiques. On est organisé principalement en 4 gros départements. Un département de chimie, un département de pharmacologie, un département de développement pharmaceutique, un département de biologie qui sont organisés entre Montréal et Vancouver et qui sont gérés par des Head of Departments qui, eux, sont soutenus par des Venture Partners, Lana et Laura. Pour s'assurer aussi du succès de nos projets, on bénéficie en plus donc de l'équipe de R&D, de l'expertise d'équipe transversale qui apporte des aspects légaux, la gestion de la propriété intellectuelle, le savoir-faire commercial, de la création et du financement d'entreprises et aussi l'accès à une expertise réglementaire.
Alors ça, c'est l'aspect que tout le monde connaît mieux. Au niveau des installations, on dispose de 2 infrastructures de R&D de pointe qui peuvent accueillir des entreprises émergentes au fur et à mesure de leur développement. Donc, vous connaissez probablement le centre d'innovation sur le campus du Technoparc Saint-Laurent. Il s'agit là d'une installation de 150 000 pieds carrés qui fonctionne comme un centre de découverte de médicaments à accès ouvert, accueillant actuellement plus de 20 sociétés de recherche sous contrat et de sociétés de technologies différentes qui ont, vous connaissez Repair Therapeutics, vous connaissez Domain Therapeutics, Engine, qui sont tous en fait locataires du centre d'innovation. On offre aussi des services de soutien à tous ces locataires, principalement en chimie analytique et aussi une animalerie. L'une des principales aussi caractéristiques du nouveau complexe d'innovation et de commercialisation, c'est le programme accélérateur dont Annie a mentionné en fait notre partenariat avec Bio-Québec. Et là, c'est un programme de 2 ans que nous avons lancé en juillet dernier en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, grâce auquel 6 entreprises en phase de préamorçage dans des domaines thérapeutiques et de la santé numérique vont recevoir environ 150 000 $ de contribution en nature de la part d'Admaré, avec un accès privilégié au bureau et au laboratoire, un soutien scientifique et commercial, du mentorat, des formations diverses. L'installation à Vancouver a une superficie d'environ 40 000 pieds carrés. Elle est composée de labos aussi et de bureaux qui sont situés directement sur le campus de University British Columbia. Ça, c'est peut-être un aspect qu'on connaît aussi un peu moins de Admaré, c'est nos programmes de formation. C'est un aspect très important de notre mission, car on est très conscient que la formation de talent est vraiment cruciale pour stimuler la croissance et assurer le succès des entreprises que nous créons. Donc, on a différents programmes en place. Je vais vous parler juste de 2 programmes principaux. L'Institut des cadres supérieurs, qui a été à l'origine financé par une subvention de plusieurs millions de dollars de Pfizer. C'est un programme qui connaît un énorme succès. Il s'agit essentiellement d'un genre de mini-MBA de 10 mois avec un processus de recrutement très compétitif et qui alterne entre Montréal et Vancouver. On vient de lancer la 3e cohorte virtuellement compte tenu des circonstances, malheureusement. L'autre programme, qu'on l'a lancé pendant la pandémie, on l'a lancé cet été, c'est le Bioinnovation Scientist Program et il se concentre là principalement à aider les jeunes scientifiques, post-doc ou chercheurs académiques à transitionner, donc à transitionner vers l'industrie, à gagner une expertise en secteur industriel en leur fournissant des cours en développement de médicaments, en propriété intellectuelle, en développement commercial et en développement des affaires. Les partenariats sont bien sûr essentiels à notre métier. Nous avons à travers les années et à travers nos prédécesseurs, que ce soit le CDRD, Néomed, Accelerex, signé des ententes de collaboration avec la quasi-totalité des établissements universitaires et des groupes de recherche transactionnels au Québec. On a signé environ 50 ententes de collaboration avec ces différents groupes. Donc, ça donne un atout puisque ces groupes savent travailler avec nous, ont déjà eu affaire avec notre aspect légal, etc., avec nos ententes. Et donc, ça fait une bonne base en fait de discussion au démarrage. On a aussi un réseau de partenaires dans l'industrie, au niveau des groupes investisseurs, dans des fondations dans le monde entier. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un énorme avantage quand il s'agit de trouver la bonne expertise pour développer un programme spécifique. En termes de financement, on sait tous que le capital est souvent ce qui fait malheureusement cruellement défaut au premier stade de développement d'un médicament lors des phases de préamorçage et d'amorçage. Et très franchement, c'est souvent la principale raison pour laquelle les groupes de recherche et les jeunes entreprises nous contactent en premier lieu. Ensuite, ils se rendent compte qu'on peut offrir en fait de l'accompagnement scientifique, on a accès à des laboratoires, etc. Donc, on bénéficie du soutien des gouvernements provincial et fédéral, mais aussi des revenus générés par notre propre portefeuille d'investissement. Frédéric a mentionné certaines des compagnies, Bellus en est un exemple criant ces derniers temps. Cela nous permet donc à la fois d'investir dans les technologies prometteuses qui nécessitent une validation supplémentaire, mais aussi de soutenir les entreprises par des investissements en capital de préamorçage et d'amorçage. Et cet aspect est géré principalement par Frédéric.
Je vais m'arrêter là pour qu'on prenne le temps de discuter tous ensemble et répondre à vos questions et commentaires. C'est vraiment le but en fait de cette session. Je vais juste essayer d'arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse tous se voir. Annie, je te laisse la main entre-temps. Oui. Est-ce que tu peux faire stop share screen, j'imagine, quelque part? Je l'ai fait, mais ça n'arrête pas. La façon dont on va fonctionner, c'est pas compliqué. Vous êtes tous à caméra ouverte, donc vous êtes supposés de pouvoir soit lever votre main, oui, avec dans la section des réactions. Merci, Mounia, ça a fonctionné. Bravo. Bon, merci beaucoup pour cette présentation overview de Anne-Marie. Alors, l'idée, c'est d'interagir ce matin, c'est de provoquer une discussion avec Mounia et avec Frédéric. Donc, je suis convaincue que vous avez des questions. S'il vous plaît, soyez pas gênés. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait... Vous pouvez débloquer vous pouvez vous unmuter, ça devrait. Vous devez pouvoir faire ça facilement. C'est vraiment... je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je ne vous ai pas... Ah, Geneviève. Merci, Geneviève. Je te laisse aller. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, Mounia et Frédéric. Moi, la question que j'avais pour vous, c'est pour une entreprise existante qui souhaite travailler avec vous, c'est quoi la porte d'entrée pour vous rejoindre? Mounia? Ben, la porte d'entrée, en fait, est très simple. Ça peut être via Frédéric ou via moi. On a vraiment créé, on a un processus où on est une petite équipe qui faisons, en fait, qui révisons les propositions qu'on a toutes les semaines. Donc, on a un processus de triage, de due diligence, etc. Tout passe par la même porte d'entrée, c'est-à-dire par le groupe de Program Development and Partnership qui est géré que je gère. Et donc, si une compagnie vient nous voir pour des besoins spécifiques ou juste pour comprendre notre modèle, etc., généralement, ils nous contactent, que ce soit par email, par téléphone, qu'importe en fait. On prend le temps de regarder, de discuter avec eux, de comprendre leurs besoins et ensuite, on les dirige, si c'est plus de l'investissement direct, vers le groupe de Frédéric, même si c'est toujours en fait le même groupe finalement qui travaille sur les due diligence, etc. Ici, c'est plus une entente de collaboration, donc où on va impliquer des ressources à l'interne, des ressources à l'externe et de l'investissement. C'est plutôt mon groupe qui gère ça. Merci. Il y a une question aussi de Youssef que je vois qui a la main levée. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question est d'un point de vue ressources. Je veux faire un bond sur votre dernière acétate. Est-ce que les ressources dont vous disposez sont assez suffisantes à vos yeux ou est-ce que dans un monde idéal, vous voudriez éventuellement intervenir de façon plus importante et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des sources de financement auxquelles vous avez pensé dans votre réflexion? Alors oui, dans un monde idéal, après je vais laisser Frédéric parler un peu des investissements, mais oui, dans un monde idéal, on aimerait avoir plus parce qu'on aimerait pouvoir soutenir d'abord plus de compagnies et avec une plus grosse enveloppe pour les aider à aller plus loin. Donc c'est sûr qu'on aimerait idéalement avoir plus de financement. On est très ouvert aux collaborations, donc au co-investissement. Donc, on travaille beaucoup avec les VC locaux, avec les différentes compagnies en fait locales et internationales aussi pour cofinancer nos projets. Donc, on est très ouvert aux collaborations. On est aussi partenaire dans des applications pour aller chercher des fonds non dilutifs, par exemple des CQDM, d'autres. Donc, on est toujours à la recherche, en fait, d'augmenter l'enveloppe pour essayer d'aller plus vite, plus loin et d'aider les entreprises à plus grande capacité. Mais Frédéric, peut-être que tu pourrais commenter sur notre capacité déjà à l'interne et combien on est capable de mettre dans une entreprise. Non, à l'heure actuelle, Youssef, on est en mesure, au niveau d'une entreprise, au stade de démarrage, d'investir des montants de l'ordre de 1 à 3 millions de dollars dans une première ronde. Typiquement, ces investissements-là vont se faire en syndication, comme Mounia l'indiquait. Donc, et on peut le voir de la part de l'historique de financement des entreprises dans notre portefeuille, que ce soit au stade de préamorçage ou amorçage. Souvent, c'est des investissements qui ont été faits
en co-investissement avec d'autres groupes. Des fois, ça peut être avec des anges, des groupes d'anges financiers, ça peut être avec des VC, des fondations, des groupes qui ont des missions particulières, là, comme par exemple le CQDM. Donc, c'est à géométrie très, très variable. L'objectif dans chacun des cas, c'est d'avoir suffisamment d'argent autour de la table pour non seulement amener une technologie donnée ou un pipeline de développement donné à un prochain point de validation qui va faciliter la prochaine ronde de financement, mais aussi d'essayer de bâtir, d'avoir des fonds pour bâtir l'équipe. Donc, ça, c'est très important pour nous d'adresser pas juste le volet R&D, mais aussi le volet plus corporatif des entreprises de façon vraiment à les positionner de façon optimale pour une série A, par exemple, là, 2 ans après notre investissement initial. Mais pour revenir à ta question, c'est sûr que, bon, est-ce qu'on souhaiterait évidemment avoir plus d'argent pour être capable d'en faire plus? D'autant plus, je dirais que selon les secteurs ou le type d'entreprise qui nous approche, à terme, bon, c'est une chose d'essayer de syndiquer avec des groupes canadiens, des groupes VC, mais idéalement, éventuellement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plus d'investissements étrangers qui viennent dans les entreprises locales. Et ça, souvent, pour être en mesure de faire ça, ça peut vouloir dire d'amener les entreprises à un stade un petit peu plus avancé avant de solliciter ces investisseurs-là. Et si on avait la capacité d'investir soit davantage à la phase d'amorçage ou être capable de réinvestir davantage lors de la ronde subséquente, c'est certain que ça aiderait ces entreprises-là là, au niveau de leur courbe de croissance. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux pas croire. Oui, Pierre? Oui, bonjour. J'étais curieux, est-ce que c'est toujours des entreprises, Frédéric, qui interagissent avec vous ou est-ce que parfois vous travaillez avec des bureaux de valorisation pour peut-être valider des technologies plus en amont avant de former vraiment qu'il y a déjà un entrepreneur identifié, etc.? Oui, mais en fait… La nouvelle société Axelis, en fait, maintenant. En fait, on fait, comme Mounia, je pense, a touché un peu sur le sujet, on fait un peu les deux. C'est-à-dire que au niveau de l'équipe qui fait le scouting en bon français puis le triage, bon, il y a des cas de figure où c'est vraiment des entreprises déjà structurées, créées, qui nous approchent strictement pour du financement ou pour de l'expertise. Dans d'autres cas, ça va être des groupes académiques au travers des groupes de transfert technologique là, qui vont nous approcher avec je dirais, des idées ou des projets d'entreprise. Et ça, c'est évidemment, on souhaite souvent qu'ils viennent qu'ils nous approchent le plus tôt possible dans le processus, parce qu'une des choses qu'on peut faire, bon, c'est les aider à raffiner un peu leur stratégie, mais aussi mettre à contribution, dans certains cas, nos équipes de R&D pour aider justement ces technologies-là à avancer un peu plus, à aller chercher une validation par une tierce partie, que souvent, ils n'ont pas toujours, qui va donner confiance à des investisseurs là, de s'impliquer très tôt là, dans le financement de ces entreprises-là. Donc, ça, c'est une chose qu'on fait au niveau du volet un peu plus collaboratif là, de nos activités. Oui, et puis un exemple de ce type de collaboration, c'est Neurasix qu'on a créé en fait en début d'année. Neurasix Thérapeutique, c'est un projet qui sort du neuro. On a bâti une compagnie avec Amorchem, et c'est un projet qu'on maturait ou qu'on validait depuis 2017. Dans la compagnie. Donc, on a fait une campagne de criblage contre un target spécifique. On a découvert des hits, des leads. Et puis là, on a bâti la compagnie lorsque on a eu en fait plus d'assets à mettre dedans et qu'on a pu la structurer ainsi. Et on a eu le support à ce moment-là aussi d'Amorchem. Donc, oui, dans notre portefeuille, on a des compagnies, mais on a actuellement une dizaine de projets qui sont dans cette phase de validation, de maturation, où on fait quelques expériences critiques, où on a une enveloppe qu'on débourse assez facilement, assez rapidement, pour justement arriver à des points d'inflexion qui valident la technologie et qui permettent d'investir et de créer une compagnie. Très bien, merci. Merci. Christine, tu as une question de Fisher? Oui, je voulais juste, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous allez la partager ou pas, mais je serais intéressée de la voir. Je voulais savoir, à part les financements, est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats que vous cherchez? Puis est-ce que vous avez l'intention d'avoir un genre de endroit central que les personnes peuvent avoir de l'équipement pour louer si les entreprises n'ont pas les moyens, avoir un genre de laboratoire central qu'ils peuvent utiliser? Est-ce que c'est dans vos intentions?
Oui, tout à fait. Ça fait. On cherche tout type de partenariat en fait qui permettrait aux compagnies de grandir, d'assurer leur croissance et d'assurer leur succès. Donc oui, définitivement, bien entendu, ça va être géré directement par les sites. Donc on a nos deux sites à Montréal et à Vancouver. Le site à Montréal travaille déjà avec plusieurs fournisseurs de services de manière privilégiée, de manière à aider les entreprises. Donc oui, définitivement, il y a différents types de partenariats qui peuvent être envisagés du moment que ça aide les entreprises et du moment que ça ne rajoute pas de burden sur leur cash flow ou sur leurs activités. OK. Puis est-ce que Vancouver et Montréal sont gérés séparés ou est-ce que c'est sous le même chapeau? C'est le même chapeau. OK. Donc, tout est négocié. On a un seul conseil d'administration. Tout à fait. OK. Excellent. Merci. On a une seule équipe de management, un seul conseil d'administration, etc. pour toute l'entreprise. C'est juste avec 2 sites. Et on est actif aussi à Toronto, même si on n'a pas d'infrastructure à Toronto. On est assez actif aussi là-bas. Avec des laboratoires? Non, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas d'infrastructure à Toronto. On aimerait, ça fait partie de nos plans, on aimerait vraiment pouvoir s'étendre à un moment donné à travers le Canada, comme le dit notre logo et mais pour l'instant, c'est ça. Physiquement, on est juste Montréal et Vancouver, mais on est quand même très actifs, comme je disais, à travers différents partenariats à Toronto. Merci beaucoup. Excellent, merci. Joanne? Oui, merci beaucoup, Munia et Frédéric. Just further to Christine's question, is it best to reach out to you, Munia, when we're to explore partnerships and collaboration opportunities? Yes, that's the best way. Okay. And I'll guide you, through the different people in the organization. Perfect. And is your email included with the presentation? I don't know if it's included, but I can clearly, you can send me an email. You have my email, I think, on the website, and we can send you our contact. I'll put your email in the chat. Okay, that's perfect. I'll do that. Merci. If I do that, somebody else has to ask another question while I'm doing it. That's the condition. Any other questions? I have one, actually, because tu as mentionné, Frédéric, je crois, tu as dit le financement, peut-être on regarde 1 à 3 millions, nos capacités sont autour de ça, mais est-ce que c'est comme un fonds? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un fonds, puis on a, je ne sais pas, vous avez 150 millions à dépenser d'ici tant, ou comment ça marche votre affaire? Est-ce que c'est comme un fonds de financement ou bien ça roule, là, vous avez des investissements qui vous permettent de dire que oui, on roule de 1 à 3, puis on n'a pas de fonds, justement, il n'y a pas de limite. Bon, pour répondre à ça, on n'est pas structuré comme un fonds de capital de risque, c'est-à-dire avec une structure GPLP et avec un fonds à durée déterminée. Comme l'indiquait Munia, évidemment, on reçoit du financement de la part du gouvernement fédéral, de certains gouvernements provinciaux. On a aussi des fonds autogénérés de par certaines entreprises de notre portefeuille qui ont généré des retours. Ce qui fait que ça nous donne une certaine, je dirais, durée et visibilité sur le plan des opérations et des investissements. Donc, c'est sur cette base-là, je dirais qu'on est en mesure d'investir quand même assez significativement dans les prochaines années, tant au niveau des investissements directs que des projets de collaboration. Donc, à terme, c'est certain que on a des velléités éventuellement de se structurer ou en tout cas de créer vraiment un fonds distinct qui soit, lui, géré davantage comme un fonds de capital de risque. Mais honnêtement, on n'est pas encore là. Mais on peut vous mettre maintenant, on peut mettre Anne-Marie, en tout cas moi je le fais, sur la liste des organisations de financement au Québec. Oui, non, ça c'est très clair. Mais ça, c'est peu connu. C'est ça pourquoi on a fait ça ce matin. Tout à fait. Parce que, et puis, bon, là, c'est notre première. Il y a 16 personnes. J'aurais souhaité qu'il y en ait. On est le 1er avril. Il y en a peut-être qui ont pensé que c'était un poisson d'avril, je ne sais pas. Ou c'est le congé de Pâques qui commence. C'est le congé de Pâques aussi, oui. Aussi, il y en a beaucoup qui ont déjà quitté. Mais je pense que ça va valoir la peine qu'on mousse un peu cet aspect-là de ce que vous offrez chez Anne-Marie Bio-Innovation parce que je ne crois pas, et moi, je parle beaucoup à des startups et tout ça, puis je ne suis pas certaine que ça vient en leur tête rapidement, là, que Anne-Marie Bio-Innovation est une source potentielle de financement ou qu'ils ont en fait le réflexe de t'écrire à toi, Frédéric, ou à Munia. Donc, oui, je pense que c'est là qu'on peut vous donner un coup de main. Il y aura peut-être, là, on enregistre cette session.
sera intéressant. On va la mousser auprès de nos membres là, avec l'aide de Stéphanie aux communications. On va vraiment essayer de rejoindre le plus possible les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs pour leur démontrer. Puis c'est pour ça qu'on a une autre session avec Lumira, puis on va sûrement en avoir d'autres aussi avec d'autres fonds. Et avec le MEI, parce qu'il y aura des programmes qui seront annoncés bientôt, je pense. Mais c'est ça. Donc, c'est ça l'objectif. Oui, tout à fait. Annie, tu as entièrement raison de dire ça parce que avec les fusions qu'il y a eu, justement, le CDRD qui avait un modèle d'affaires assez différent, Néomed qui avait aussi un modèle d'affaires très différent, qui n'était pas vraiment un fonds et qui ne se structurait pas comme un fonds de préamorçage et d'amorçage, qui était plutôt, en fait, à développer des technologies jusqu'à les licencier à des pharma. Donc, c'était complètement assez différent comme modèle. Accélérix s'est joint. C'est sûr qu'on a restructuré la compagnie donc, au cours de la dernière année pour former donc, Admaré avec maintenant une vision très claire qui est de supporter les entreprises de différentes façons. Donc, c'est pour ça que ça, il y a de temps en temps encore une perception qu'on est plus un bâtiment ou qu'on est plus au niveau peut-être académique, moi au niveau des entreprises. De temps en temps, les gens pensent qu'on est au niveau des entreprises et pas au niveau académique. Donc, il y a encore un peu de confusion, mais notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises le plus possible à croître, à devenir des entreprises ancres au Canada, à devenir des entreprises qui vont recruter des talents. Donc, c'est pour ça qu'on a ces trois aspects. L'accompagnement universitaire, donc là, on travaille très, très étroitement avec les sociétés de valorisation. On travaille dans du early stage et on essaie de trouver donc ces innovations académiques et de les sortir de manière à ce qu'elles puissent devenir des compagnies. On aide les compagnies et on forme les talents. Donc c'est sûr que c'est ça, c'est assez méconnu et je pense que la confusion vient du fait qu'il y a eu cette fusion entre trois entités qui avaient des modèles d'affaires assez différents, mais pourtant qui quand même, il y avait des overlaps. Clairement complémentaires. Tout à fait. Josh, tu as une question? Oui, merci. Frédéric a mentionné que vous cherchez de l'investissement étranger, de l'amener ici. Est-ce qu'il y a aussi des plans de peut-être chercher d'autres accélérateurs, partenaires ou des entreprises étrangères et les amener au Canada ici? Disons qu'on n'est pas fermé. Évidemment, notre mandat, c'est de financer des entreprises canadiennes. Cela dit, la provenance de la propriété intellectuelle, on n'a pas de restrictions sur ce plan-là. Ça peut venir des États-Unis, de l'Europe ou d'ailleurs. Je pense que l'idée, Inversago est un très bon exemple. Je veux dire, leur technologie là, vient du NIH, donc aux États-Unis. Donc, il n'y a rien qui a été créé sur le plan académique là, au Québec ou au Canada. Mais l'entreprise a été bâtie et construite ici. Donc, je dirais qu'on regarde toujours un peu ce qui se fait à l'extérieur, que ce soit en complémentarité avec certains des projets qui sont déjà en incubation au niveau R&D à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'à terme, évidemment, lorsqu'on avance ces projets-là à l'interne, le but à terme, ça va être de créer une entreprise. Puis souvent, cette entreprise-là ne sera pas basée sur un seul actif. Ça peut être 2, 3 programmes. Puis si on en trouve des programmes qui sont intéressants, qui viennent de l'étranger, qu'on pourrait combiner à ça, mais ça fait toujours partie un peu des choses qu'on regarde. Au niveau investissement direct, bon, on se fait solliciter par des entreprises étrangères, évidemment. Faut qu'il y ait un angle canadien là, qui soit très fort là, pour justifier un investissement. Pour ce qui est de la question, je dirais, des accélérateurs, des programmes comme ça, au Canada, bon, on est partenaire avec Creative Destruction Lab. Donc, au niveau de la cohorte ou du groupe là, en sciences de la vie. On travaille aussi là, de temps en temps avec le gouvernement fédéral là, au niveau des programmes qui ont pour exposer les entreprises, que ce soit à Boston ou sur la côte ouest, avec des investisseurs locaux ou des initiatives de ce type-là. Mais je dirais, on n'a pas à ma connaissance, corrige-moi Mounia, là, de partenariat formel, par exemple, avec des accélérateurs aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger. Merci. Christine, ta main est toujours levée, mais je ne sais pas si c'est parce que tu as une autre question. Oui, je l'ai relevée. J'avais OK, d'accord. une question. Mounia, vous avez mentionné que vous êtes actif à Toronto. Est-ce que vous êtes au courant du projet comme le Master Innovation Park? Est-ce que c'est votre intention de faire des collaborations avec eux? Est-ce que c'est des choses Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça fait partie effectivement de nos plans de nous rapprocher de ces organisations, d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Donc oui, on est en communication avec ces différentes organisations et puis avec aussi toutes les universités là-bas. On avait quelqu'un, en fait, on avait une personne qui faisait du BD qui était sur place à Toronto il y a pas si longtemps que ça. On est en recrutement actuellement. Il va y avoir d'autres personnes là-bas. Donc oui, on veut être sur le terrain et être un petit peu plus actif. Et oui, avec McMaster, on a effectivement des discussions. OK, parce que là, c'est ça, il y a un gros projet de développement. Donc, c'est des choses comme ça, peut-être qu'on peut vous faire créer des liens aussi, parce qu'on est très impliqués aussi. Donc, on pourra s'en reparler. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos invités ce matin? L'objectif, évidemment, c'est, puis je vais peut-être en profiter pour vous demander, parce que c'est notre première occasion de faire ce petit café croissant. L'objectif, c'est pas d'être, ce n'est pas, Josh, tu as relevé ta main. Mais laisse-moi terminer ce point. C'est pas d'être long, hein? C'est de 8h15 à 9h, c'est de débuter notre journée. Donc, c'est correct. Si ça ne s'éternise pas, c'est parfait. L'objectif, c'est de répondre à vos questions, puis d'interagir, puis de vous permettre aussi de connecter directement avec les gens avec qui peut-être par la suite, vous allez vouloir pousser un petit peu plus loin les discussions, mais pas nécessairement en face de tout le monde, puis c'est très compréhensible. Je vais laisser Josh poser la question, mais pensez aussi, si vous pouvez me donner des idées pour les prochaines sessions. Je vous ai mentionné que Lumira était un de nos invités, Robic pour toute la question de la propriété intellectuelle, parce que c'est revenu souvent dans les sondages auprès de nos membres, l'importance de la protection de la propriété intellectuelle. Donc, on va avoir une session, mais il y a peut-être d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, puis moi, ça serait une occasion idéale pour moi là, de prendre quelques notes là-dessus puis de rejoindre des partenaires pour pouvoir organiser des sessions semblables. Donc, je vais terminer ce matin en vous demandant si vous avez des suggestions. Donc, Josh, je te laisse aller avec ta question. Moi, je voulais juste savoir, un peu comme je vais prendre le rôle entrevue un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez en 5 ans, l'écosystème ici au Québec et au Canada, more broadly? Qu'est-ce que vous en pensez? Combien d'entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres accélérateurs? Est-ce qu'il y a un grand format qui revient? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'un des aspects positifs de la pandémie, c'est que je pense que ça a remis de façon large le secteur des sciences de la vie à l'avant de l'agenda public, là, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux. Au niveau du québécois, évidemment, il va y avoir la reconduite là, de la stratégie québécoise en recherche et innovation qui va définir certains axes, je dirais. Et la stratégie québécoise des sciences de la vie, Frédéric, les deux stratégies sont en mise à jour, si on veut. C'est ça. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact d'un point de vue réel là, sur comment l'industrie, je dirais, va être façonnée ou refaçonnée dans les prochaines années. Une chose, évidemment, qu'on entrevoit, ça fait partie un peu de notre focus d'investissement, au-delà, je dirais, des actifs pharmaceutiques ou biotechnologiques qu'on regarde, ou des entreprises de ce secteur-là. On regarde au niveau, évidemment, de la santé digitale, étant donné des forces en intelligence artificielle, notamment au Québec. On voit une certaine progression. Je pense que d'ici 2-3 ans, je pense qu'on va être rendu dans une situation où il va y avoir davantage, je dirais, de fertilisation croisée qui aura eu lieu entre les chercheurs du domaine des sciences de la vie et les chercheurs du domaine AI, de façon à créer des entreprises qui ont des propositions d'affaires qui vont être encore plus excitantes ou intéressantes pour des investisseurs et l'industrie. Ça fait partie des choses qui sont sur notre radar. Je dirais je me rapporte il y a 2 ans, souvent c'était des entreprises qui étaient davantage, je dirais, menées de l'avant par des gens du secteur AI qui n'avaient pas nécessairement, je dirais, l'expertise au niveau biologique ou au niveau sciences de la vie, ce qui fait que ça amenait des propositions d'affaires souvent qui étaient un peu naïves ou à tout le moins très ambitieuses et qui ne nous incitaient pas nécessairement à les appuyer. Là, on voit quand même une forte évolution sur ce plan-là, puis on espère que dans les 2-3 prochaines années, je dirais que ça va s'accentuer. Notamment parce qu'une des choses qu'on regarde dans ce secteur-là, au niveau santé digitale, c'est à la fois ce qu'on appelle le digital therapeutics, c'est-à-dire des softwares qui sont réglementés
par Santé Canada ou la FDA, puis qui amène un bénéfice clinique au niveau des patients. Et l'autre volet, c'est toutes les plateformes qui sont à même, je dirais, d'améliorer la découverte ou le développement du médicament. Donc, ça, on en voit de plus en plus. Puis éventuellement, au fur et à mesure que ces entreprises-là sont capables de générer des preuves de concept dans le wet lab pour valider, dans le fond, leurs hypothèses là, qui viennent d'un point de vue intelligence artificielle. Mais ça, c'est clair que ça va aider à pousser ça de l'avant. Ouais, je pourrais rajouter peut-être à ça que je vois de manière vraiment positive et l'évolution du secteur. On a souffert, on sait très bien, au Canada, au Québec, du départ des pharma et de la restructuration en fait du modèle pharma en général. Mais on commence à voir là maintenant, et rien que cette année avec Repair Therapeutics qui a fait un IPO qui était impressionnant, avec Abcelera Biologics qui a aussi fait un IPO et qui devient une star montante, qu'on est en train de revoir en fait ces compagnies ancres, these anchor companies qui sont en train de recréer une masse critique, de recruter énormément et de croître. Et je pense que ça va faire boule de neige. C'est sûr qu'on a encore besoin de beaucoup de financement d'aide au niveau pré-amorçage-amorçage. La crise COVID va avoir eu un impact, je pense, à long terme sur le financement et la survie de ces compagnies dans cette chaîne de financement. Donc, il va falloir en fait injecter plus de moyens pour aider les compagnies. On sait que c'est un domaine très risqué, donc il va y en avoir là-dedans. The failures will be high, mais en même temps, si on a des succès, si on peut reproduire des Repair, des Abcelera dans les prochaines années, je pense que c'est juste formidable. Hein. Puis, j'ajouterais à ça, là, c'est vrai que le contexte est assez fascinant. Là. On n'a jamais autant parlé de science. C'est positif dans ce sens-là parce qu'en fait, on n'aurait jamais pu se payer une campagne de relations publiques comme ça pour démontrer au grand public l'importance de la recherche, du développement. Et quand je dis grand public, ça inclut nos politiciens parce qu'ils font partie de ça. Par contre, il faut les sortir un peu de leur silo, là, parce que particulièrement, je dirais, au gouvernement fédéral actuellement, où on voit là, on a besoin d'être autonome, il faut faire de la production de vaccins, puis on investit dans des usines de production de vaccins, comme on a vu hier avec l'annonce, puis je veux dire, je me réjouis pour Sanofi puis pour l'Ontario, mais il faut sortir du contexte de juste production de vaccins, il faut être autonome, puis il faut parler de tout le reste, puis il faut les sortir de leur silo, puis il faut les sortir surtout de penser que un investissement là, ça change la cohérence des politiques publiques, en fait, particulièrement à Ottawa, où il y a un manque de cohérence entre les politiques santé, les politiques économiques. Puis en fait, il n'y a pas de stratégie à Ottawa. Il n'y a aucune stratégie canadienne des sciences de la vie. Au Québec, on est la seule province qui a une stratégie. Là, je sais que le gouvernement de la Colombie-Britannique vient d'indiquer qu'ils vont travailler sur une stratégie pour la province de la Colombie-Britannique. Et je suis certaine qu'Anne-Marie puis BC Life Sciences ont un rôle majeur à jouer là-bas. Au Québec, on revoit cette stratégie-là sur 4 axes. Évidemment, les investissements, la croissance de nos entreprises. Pour votre information, chaque chantier va être coprésidé par quelqu'un du gouvernement et quelqu'un du privé. Pour la croissance des entreprises, c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui va être annoncé bientôt. Je peux le dire parce que on m'a dit que je pouvais le dire, c'est Maxime Ranger. Qui était, vous le connaissez, là, c'est un entrepreneur en série, comme on dit, et puis qui est chez Giant maintenant. Et puis, il y aura l'intégration des innovations, l'attraction des investissements, la question de recherche et innovation, l'accès aux données. Au Québec, on est, je pense, solide, on a une avance, mais il ne faut pas perdre le terrain. Puis il faut surtout, là, on va devoir gérer des déficits, des situations difficiles au niveau économique. Puis ce sera facile pour certains politiques de dire, bien, vous avez eu vos investissements, vous, là. Vous en avez eu pas mal là, depuis 2020, tu sais. Mais justement, c'est plus large que la pandémie puis le virus de COVID. C'est toutes les thérapies, c'est la résistance aux antibiotiques, c'est tous les champs thérapeutiques qui sont importants. Donc, nous, on a l'intention à Bio-Québec, en tout cas, de jouer un rôle majeur. Là, c'est notre rôle d'être présent. On va être présent dans les 4 chantiers. J'ai une discussion avec Vanessa Claveau tout à l'heure à 10h. Parce que ça va démarrer. Ça démarre le 23. Puis pour le fédéral, on s'en va en élection. Puis soyez assurés qu'on va tenter de jouer un rôle là aussi, de les sortir de ce silo qui est celui de OK, on va vous financer des belles usines de vaccins, puis après ça, on aura joué notre rôle. Là. Je pense qu'il faut qu'il
qui aille plus loin que ça. Et puis, on ne sent pas cette volonté actuellement d'aller en dehors il faut se réjouir de certains investissements. Il ne faut jamais dire ça ne vaut pas la peine, mais en même temps, il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans les autres ministères au niveau du fédéral. Donc, il y a une opportunité présentement qui a été créée par la pandémie, c'est clair, mais il ne faut pas lâcher le morceau là, parce que quand la lumière au bout du tunnel va finalement arriver, là, et c'est grâce d'ailleurs aux entreprises en sciences de la vie qu'elle arrive, cette lumière, il va falloir que le gouvernement ne lâche pas les sciences de la vie parce qu'ils vont avoir une tendance à vouloir passer à autre chose et c'est là que notre rôle va devenir encore plus important. Là. Voilà. Est-ce que vous avez des suggestions pour mes prochains cafés croissants? Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer à me donner des idées? Non? Come on! En tout cas, gênez-vous pas, là, vous connaissez mon adresse courriel, on vous envoie assez d'informations. Je pense que vous pouvez me rejoindre facilement. Marquez dans votre agenda le 22 avril prochain pour l'UMIRA. C'est le 4 mai avec Robic et comme je vous ai mentionné, Bloomberton, ce sera une date à déterminer, mais probablement au mois de mai également. Donc, merci beaucoup. Merci Mounia, merci Frédéric. Je pense que ça l'a donné un excellent tour d'horizon d'Anne-Marie, puis de la complémentarité de ce que vous offrez. Comme tu l'as bien mentionné tout à l'heure, Mounia, c'est l'accompagnement dès l'académique jusqu'à former des gestionnaires scientifiques et entre les deux, évidemment, le financement qui va avec tout ça. Je pense que vous avez un beau programme et puis on a avantage à le connaître encore plus. Puis on va faire le bout de chemin qu'on peut faire avec vous pour vous aider à faire ça, c'est certain. Et si on peut organiser d'autres sessions comme ça, puisque c'est facile. Il y a des avantages à la pandémie, là. Certains on est tanné des Zooms, là, mais ça nous permet rapidement le matin de partir une journée puis d'avoir une interaction assez rapide et puis d'organiser ça rapidement. Donc, si vous avez des idées, si on veut en refaire une autre avec Anne-Marie, je sais que Mounia, tu m'as dit, et Frédéric, vous m'avez dit, sans problème, c'est pas compliqué. Donc, on le refera. S'il y a des questions particulières, j'ai envoyé l'adresse courriel de Mounia dans le chat. Vous avez pu la voir et puis communiquer avec elle directement. Puis sinon, s'il y a quelqu'un qui a un mot de conclusion, ce serait le mien. Ça serait de vous souhaiter un beau congé de Pâques. Profitez-en parce que ça a l'air que ça repart après jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Merci à tous. Merci. Et au plaisir d'interagir avec vous encore. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Beaucoup.